Bonjour à tous, salam alaikum, marhaba bikoum, bienvenue à Agile Algérie pour cette première édition 100% en ligne. Enfin, nous, on est très honorés par votre présence aujourd'hui à cette conférence et Agile Algérie et particulièrement à cette conférence que vous proposerons. On tenait également à remercier tous nos sponsors. C'est important, ces sponsors qui nous ont et partenaires qui nous ont soutenus dans cette première édition pour nous aider à en faire un succès, on l'espère avec vous. On est également honoré par la présence de Laurent, un grand coach agile et facilitateur avec une belle expérience qui a accepté de venir partager avec vous son expérience, sa connaissance sur un sujet, un très beau sujet, avec sa conférence Inviter l'agilité plutôt que la forcer. Avant de te passer la main, Laurent, j'ai juste un petit message rapide aux participants en ligne pour leur rappeler qu'ils disposent de la zone de chat. Ils peuvent poser leurs questions au fur et à mesure. Ils peuvent également réagir. Je sais que Laurent tenait à ce que cette conférence soit une conférence expérientielle. Donc, il vous fera réagir et il vous demandera de vous exprimer. C'est important pour l'alimenter. Et on vous demandera également à la fin de la session de répondre à un sondage rapide. Et je le lancerai pendant la session de questions-réponses, ces 3-4 questions pour mieux vous connaître. Je vais arrêter mon partage et je vais te dire à toi, Laurent. Je te laisse prendre la parole. Nous, on va éteindre nos caméras et nos sons. Je vais te donner la main pour que tu puisses faire le partage. Je te donne la parole, Laurent, et ce rôle d'animateur. Bonjour à tous. Alors attendez, je vais aller chercher d'abord le bon écran à partager. Voilà. Allez, on coupe nos caméras, on te laisse. Voilà, la présentation, donc, elle va avoir lieu. Je vais vous balader dans un board klaxoon, mais vous allez réavoir les liens. Je vous ai créé aussi un petit jeu de slides que vous pourrez utiliser après. Alors, pour savoir à qui vous avez affaire, qui suis-je? Donc, moi, j'ai 51 ans aujourd'hui. Et depuis 7 ans, en fait, j'ai créé ce qu'on appelle un cabinet de coaching d'organisation. Donc, j'utilise plutôt le coaching que le consulting. Donc, j'aime pas donner des conseils aux clients en général. Je préfère, via des techniques de coaching, les aider à trouver un petit peu où ils veulent aller, d'aller construire sur des ressources qui existent. Et c'est pour ça que je préfère les inviter à l'agilité plutôt que de leur imposer tout un tas de choses. Voilà, avant ça, pour votre information, j'ai travaillé à peu près pendant une vingtaine d'années à la Société Générale, dans le monde des traders. Et au cours de ces 20 ans, je suis parti aussi 3 ans en Inde avec toute la famille, où j'ai co-créé avec quelqu'un là-bas une quinzaine d'équipes de 200 personnes, quoi. Et puis, dans ma petite vie future, ce que j'essaye de faire, j'ai créé une petite ONG pour faire partager en fait l'agilité à plein de gens qui n'ont pas accès aujourd'hui et à qui ça pourrait être très utile dans leur vie quotidienne. Je voyage énormément en Inde et ailleurs, et donc c'est d'aller porter ça très loin, dans des villages et tout ça, pour aider les gens. Voilà. Donc, comme je vous le disais, j'ai appris en fait quand j'étais à la Société Générale notamment, donc j'ai été responsable d'une énorme transformation agile dès 2011. C'était dans un département informatique qui, à l'époque, comptait 4500 personnes pour un budget d'1 milliard. Donc, vous voyez que c'est conséquent. Et ce qu'on s'aperçoit, et ce que j'ai appris grâce à cette dame qui est géniale, hein, Linda Rising, quand on veut diffuser la culture agile dans une entreprise, ça se passe très bien au début parce qu'il y a des personnes qui veulent, il y a ce qu'on appelle les primo-adoptants, ceux qui aiment toujours les innovations, qui aiment tout ça. Et puis après, il y a ce qu'on appelle une fracture parce que les personnes d'après, en général, elles vont pas aller vers l'agilité parce que c'est fun. Mais il va falloir que ce soit rationnel, il va falloir que ce soit utile, etc. Et ça sert à rien d'imposer à ces personnes-là l'agilité. On leur expliquait ce que c'était, comment on y croyait, etc. Et on passait pour des martiens. Donc il a fallu changer tout un tas de techniques d'accompagnement et donc de faire en sorte que ces personnes aient envie d'inviter l'agilité chez elles pour que ça puisse se produire et qu'on puisse réussir une transformation agile à grande échelle. Voilà. Et quelque part, ça me permet de vous rappeler un petit truc, c'est que faut pas l'oublier ça, c'est que l'agilité, hein, ça a été écrit il y a 20 ans par ces personnages-là. C'est d'abord une histoire d'individus, d'interaction plus que de processus et d'outils.
Donc, à un moment donné, ça sert à rien d'essayer d'imposer des outils, des processus agiles, toutes ces fameuses méthodes. Ça va se faire par le tissu interactionnel entre les personnes. Voilà. J'en profite aussi pour vous indiquer quelque chose. L'année prochaine, on va fêter les 20 ans du Manifeste Agile. Il y a un grand mouvement qui est en train de se créer. Je vous ai donné le lien ici, je vous le rappellerai. Et il y a des ambassadeurs qui sont en train d'émerger un peu partout sur la planète pour créer ce grand rassemblement en 2021 pour célébrer ce manifeste et prendre du recul par rapport à ce manifeste. Donc, vous regarderez sur l'URL que vous voyez ici, il y a déjà un certain nombre d'ambassadeurs qui existent, notamment en Afrique du Nord. Par contre, j'ai vu personne en Algérie. Donc, ils vous attendent. Donc, vous vous connectez sur ce site-là. Pour les personnes qui veulent y aller, ils expliquent vraiment bien quel sera votre rôle, etc. Mais pour essayer de contribuer à ce grand mouvement donc, qui va avoir lieu en 2021. Donc, je vous invite à y aller. Et c'est ma copine Oana qui m'a branché là-dessus, Oana Junku, qui est une grande agiliste internationale avec qui j'ai bossé. Et d'ailleurs, on se retrouve avec elle, nous, je crois, la semaine prochaine ou celle d'après pour la France. Voilà. Donc, allez-y. Donc, pour en revenir à notre sujet aujourd'hui, en fait, quand on veut devenir agile, et je parle vraiment de culture agile, hein, pas d'appliquer bêtement des processus agiles, mais vraiment d'aller au fond de la culture agile. Et à ce sujet-là, si vous voulez vraiment revenir aux fondamentaux de la culture agile, allez voir un petit peu ce que fait Alistair Cockburn, qui est un des créateurs du Manifeste Agile, un des co-signataires du Manifeste Agile, puisque depuis 2015, avec sa proposition qui s'appelle Heart of Agile, il repropose quelque chose pour vraiment reparler et nous remettre vraiment le nez dans ce qui avait animé les 17 co-signataires du Manifeste Agile en 2001. Hein, donc, vous pouvez aller revoir ça. Donc, pour embrasser la culture agile, ce qu'on voit aujourd'hui, malheureusement, c'est qu'il y a deux voies. Il y a une voie qu'on va dire un peu classique, qui est plutôt analytique, descendante, et celle où on a tendance à forcer l'agilité, plus sous l'angle d'ailleurs des processus et des outillages. Et vous avez peut-être même entendu parler de choses à très grande échelle qui se passent aujourd'hui. Et donc, même s'il y a plein de choses d'utiles dans ces processus et des outils, hein, comme le dit bien la dernière phrase du manifeste, ça ne pourra se faire que par une adhésion vraiment humaine, quelque part. Donc, le processus classique, c'est quand on a une transition agile planifiée, que j'ai mis ici, hein, c'est ce qu'on appelle la voie diagnostique. Donc, on se dit, on a un problème, on va faire du diagnostic pendant un certain nombre de temps, on va collecter des informations, les analyser, etc. On va créer une belle vision, puis en général une vision qui va embrumer tout le monde. On va planifier une implémentation avec un comité projet, de la comitologie. On va monter des task force en place. On va débouler tout ça, on contrôle. Et puis, bah, en général, ça se passe pas vraiment bien. Ça même. Moi, j'ai vu plusieurs situations où c'était rejeté par les personnes parce qu'on leur a imposé encore une nouvelle façon de travailler sans créer du sens, sans comprendre. Donc, il y a une autre voie qui existe, et moi, c'est celle que j'emprunte depuis un certain temps. D'ailleurs, à ce sujet-là, alors j'ai pas mis toutes les références, je pourrais vous les donner, mais là, on a écrit beaucoup de choses sur le sujet. Moi, j'ai mis en place en fait un dispositif qui s'appelle Rupture douce, c'est pour faire une rupture en douceur de culture de travail. Et là, on est en train d'écrire le 7e livre sur le sujet. Et quand je dis on, c'est plusieurs personnes qui s'unissent. Donc chaque année à peu près, il y a un livre qui est édité avec plein d'aventures, plein d'histoires, plein d'anecdotes de gens qui suivent ces modèles de transformation. Et je vous mettrai les liens aussi. Vous pouvez retrouver ça sur le site qui s'appelle lulu.com. Vous cherchez Rupture douce ou Laurent Sarrazin, puis vous les trouverez, quoi. Alors pour revenir à la seconde voie, donc il y a une seconde voie qui permet de réussir, qui est centrée sur les interactions humaines. Donc on va inviter l'agilité au lieu de la forcer, en créant des espaces qu'on dit génératifs et constructifs, où les parties prenantes, c'est-à-dire les personnes de l'entreprise, vont pouvoir avancer, vont pouvoir fabriquer leur agilité de manière auto-organisée. Donc comment ça se passe ce cycle-là? Donc c'est la voie du dialogique, c'est on va démarrer vraiment au plus haut niveau de clarifier qu'on doit changer et que le changement est nécessaire parce qu'il est adaptatif. C'est-à-dire souvent dans ces entreprises-là, si on ne s'adapte pas à la réalité qu'on vit en ce moment, bah, on risque de mourir. Donc, il y a vraiment un changement pour s'adapter. C'est de l'évolution humaine quelque part et organisationnelle. Derrière ça, on va travailler sur le fait de formuler ce qu'on appelle une image qui va être attractive de la destination vers laquelle on veut aller. Donc, on va sortir du champ de créer une vision qui est très abstraite en général et qui embrume tout le monde, où on va essayer d'avoir une image très précise de là où on veut aller. Et
comme si on filmait le documentaire du futur. Et c'est là qu'on va formuler une très belle invitation pour inviter du monde qu'on va voir après dans le Host Leadership. Et puis derrière ça, en fait, on va fonctionner peut-être avec des choses que vous connaissez comme les forums ouverts ou autres. On va engager toutes les parties prenantes et si possible le plus grand nombre de personnes dans l'entreprise dans des espaces qu'on dit génératifs, dans lesquels on va leur donner des clés de conversation même constructives pour que ces gens-là fabriquent en fait des petits morceaux de leur nouvelle réalité. Et ces petits morceaux de nouvelle réalité, ils vont les fabriquer sous forme d'expériences qui vont être auto-organisées. Et l'idée, c'est qu'ils vont aller réaliser ces petites expériences sur le terrain. Et puis après, surtout, c'est qu'ils vont prendre du recul par rapport à ça. C'est-à-dire que les expériences, elles peuvent réussir ou elles peuvent rater. C'est sûr que c'est plus sympa quand ça a réussi. Mais l'idée, c'est de reconquérir ce fameux droit à apprendre. Je préfère parler de droit à apprendre que de droit à l'erreur. Franchement, le droit à l'erreur, moi, ça me fait pas forcément plaisir. Mais on va récupérer ce droit à apprendre. Et donc, les expériences qu'on aura faites, donc de faire avancer l'entreprise vers cette destination par des petites expériences que les gens vont réaliser dans leur contexte respectif, bah, qu'est-ce qu'on a appris? Qu'est-ce qui a fonctionné? Qu'est-ce qu'on a appris? Si ça n'a pas marché, qu'est-ce qu'on fera mieux le prochain coup? Puis surtout, derrière, on va déployer les réussites. Et puis, on va boucler, 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 comme ça, quoi. Donc, le Host Leadership que je vais vous présenter derrière, on va surtout l'utiliser là pour formuler une très belle invitation attractive qui va aider les gens à venir, qui va va vraiment leur donner envie quelque part. C'est très engageant. Et on va utiliser toutes ces compétences d'hôte quelque part. Et Farida m'a bien dit que la notion d'hôte est très forte chez vous. Donc, comment on va pouvoir créer en étant hôte des espaces qui vont être conviviaux, génératifs, etc. Et comment on va se positionner en fait dans ces espaces-là pour laisser du champ aussi pour les personnes, pour qu'elles puissent réaliser ces petits bouts de la nouvelle réalité qu'elles vont façonner ensemble dans leur réalité. Alors, comme vous l'a dit Farida, vous allez bosser un peu avant que je continue. Et j'espère que la plupart d'entre vous ont une feuille de papier et un crayon à proximité pour me faire ce petit dessin. Sinon, vous le faites dans votre tête. Voilà, si vous n'avez pas de petite feuille de papier. Alors, ce dessin, en effet, il y a en haut, vous voyez, il y a une échelle de 1 à 10. Il y a 10 barreaux sur cette échelle, quelque part. Et ce que je vais vous demander, c'est sur cette échelle, alors vous le faites dans votre tête, encore une fois, si vous n'avez pas de papier de crayon. 10, vous estimez que vous êtes un super hôte, que vous êtes reconnu, que vous avez des qualités extraordinaires d'hôte. 1, complètement à l'opposé. C'est une catastrophe. Donc, essayez d'imaginer dans votre tête, vous, sur cette échelle, vous vous positionnez où aujourd'hui? Je vous laisse encore une petite seconde. Ça doit devenir de façon instinctive, hein. Faites-le avec le cœur plutôt qu'avec avec les neurones. Et puis derrière, sur le côté 2, ce que vous allez essayer de me lister là-dedans, c'est quels sont tous les trucs que vous faites déjà bien dans votre posture d'hôte, qui fait que vous êtes déjà sur le niveau que vous vous êtes donné. Alors, si vous en avez déjà 1, 2, 3, 4, ça veut dire que vous faites déjà plein de belles choses en tant qu'hôte. Si jamais vous avez mis 10, bah, c'est que vous allez remplir la feuille. Et puis, si vous pouvez m'en mettre encore un peu plus, ça serait bien. Essayez de creuser un peu. Et surtout, c'est quand vous invitez du monde, qu'est-ce que vous dites, qu'est-ce que vous disent vos invités sur vos qualités d'hôte quand vous organisez des choses, quand vous recevez. Alors, ça peut être pro ou perso, hein, ça c'est comme vous voulez. En général, c'est plus facile à aller chercher dans le perso. Voilà. Les autres parties de ce canevas, on les fera un peu plus tard, parce que je vais vous emmener tout de suite un peu dans ce fameux host leadership pour lequel vous êtes venu. Donc moi, j'ai rencontré le host leadership il y a déjà plusieurs années. Ça a été vraiment une véritable révélation et c'est vraiment au fond de moi-même, dans mon ADN aujourd'hui. Et je vous ai mis, et vous les aurez dans les slides aussi, un certain nombre de références pour aller creuser. Donc, initialement, le Host Leadership a été créé par Mac Marcargo et Hélène Bailey, donc deux anglophones qui travaillent beaucoup sur les aspects, notamment leadership. Et en fait, ces deux personnes-là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont décrypté ce qu'on faisait de bien quand on était des hôtes de qualité, à la maison, en général, avec des amis, etc. Et donc, comment ces très belles compétences, on pouvait les réutiliser dans le monde de l'entreprise pour arrêter de convoquer les gens, pour arrêter de leur imposer des choses, mais plutôt de les inviter pour créer un superbe engagement, en fait, un engagement sincère et authentique des personnes, quoi. Puis de là, il y a eu plusieurs livres qui ont été écrits. Le Feelbook, c'est plein de petites histoires comme moi, j'ai écrit dedans,
de personnes qui ont utilisé le Host Leadership. Et puis, il y en a un en français que j'ai coécrit avec Géry Derbier aussi, qui est disponible sur lelu.com. Donc, vous aurez ces petites références-là. Et à l'origine, en fait, le Host Leadership, c'est quelque chose qui vise à équilibrer, qui était tourné vers les managers pour les aider à équilibrer un peu leur posture. Parce qu'on rencontrait grosso modo deux types de managers. Des managers très héroïques, c'est-à-dire très présents, très top-down, qui imposent ou qui sont omniprésents, qui laissent pas la place en fait et qui sont très contrôlants. Puis d'un autre côté, quand même, depuis un certain temps, on a commencé à avoir des managers, d'ailleurs intéressés par l'agilité, qui étaient plutôt à l'inverse, qui étaient plutôt tombés dans ce qu'on appelle un peu le servant leadership. Donc, ils sont plutôt mis au service des personnes, prend soin des personnes, etc. Mais quand on va trop loin dans ce côté-là aussi, c'est que c'est de la servitude et c'est on peut avoir du mal à reprendre le contrôle de quelque chose, hein. Un manager reste quand même le chef de quelque chose. Et donc, si on va trop là-dedans, moi, ça m'a joué des tours. J'ai fait des expériences avec ça, ça m'a joué des tours d'ailleurs. Donc, la posture d'hôte va se placer entre les deux et va permettre d'équilibrer sa posture, sachant qu'il y a des belles choses dans les deux côtés, mais on va apprendre à danser avec ces deux postures et on va apprendre à équilibrer tout ça, quoi. Voilà. Et donc, le host leadership, en fait, est composé de 3 éléments. Il y a 6 rôles dans le host leadership, 4 lieux métaphoriques dans lesquels on se promène en tant qu'hôte, et puis il y a la fameuse invitation qui est quelque chose d'extraordinaire. Donc je vais vous emmener voyager là-dedans, en espérant que ça puisse vous inspirer pour justement enrichir vos capacités, notamment d'acteur du changement ou d'infuseur de la culture agile. Mais vous verrez, c'est des compétences que vous allez acquérir et qui peuvent s'utiliser dans n'importe quelle situation. Alors, les 6 rôles du host leadership, je vais vous les présenter. Alors, le modèle les présente de façon un peu séquentielle, mais finalement, c'est assez connecté. Le premier rôle, qui est assez trivial, c'est quand vous êtes hôte de quelque chose, c'est que c'est vous qui avez une idée. Forcément, il faut bien que ça démarre de quelque part. Alors, ce qui peut être intéressant derrière ce rôle-là, quand on a des milliards d'idées, qu'on peut inonder tout le monde, c'est quand même de vérifier son intention, l'utilité de ce qu'on veut faire, ou est-ce que c'est bien connecté avec ses valeurs, quel plaisir on va avoir. Donc, il peut y avoir tout un champ de questions qu'on peut se poser déjà quand on va jouer ce rôle-là. Le deuxième rôle qui est beaucoup plus riche et qui est fondamental et qui a été une vraie révélation pour moi, par exemple, c'est inviter. C'est-à-dire, c'est bien quand on a une idée, après on va inviter du monde. Et là, je vous ferai voir, quand on va travailler sur l'invitation, pour moi, c'est réellement savoureux. C'est-à-dire que là, je vais me poser. Moi, je suis quelqu'un qui a des milliards d'idées et ça m'a aidé à me canaliser, ce truc-là. Parce que maintenant, quand j'ai une idée, je prends le temps de me poser pour savoir qui vais-je inviter au truc que j'ai envie de faire. Si c'est un projet, si c'est l'écriture d'un livre, si c'est l'accompagnement d'une équipe, etc. Donc, je vais prendre le temps de faire la liste de mes invités. Puis, je vais voir, est-ce que j'ai d'autres personnes à inviter? Et je vais préparer une vraie invitation et pas une convocation. Et on va le voir tout à l'heure, c'est quand vous invitez du monde, les personnes peuvent accepter ou refuser sans avoir à se justifier. C'est ça qui va faire la différence, quoi. Et vous voyez, je travaille avec beaucoup de managers même qui maintenant n'envoient plus des convocations dans les agendas des personnes à des réunions où on n'a pas d'objet, où on ne sait pas ce qu'on va y faire, où on va s'ennuyer encore une fois, etc. Ils prennent le temps en fait de rédiger une invitation et là, ils ont vraiment vu la différence en termes d'engagement et de stimulation des personnes quand ils le reçoivent dans ces moments-là. Alors, une fois que vous avez commencé à penser à inviter du monde, ces gens-là, il va falloir les accueillir quelque part. Donc, il va falloir créer l'espace dans lequel va se passer le truc que vous organisez, alors que ce soit du présentiel ou du distanciel. D'ailleurs, on a fait un gros travail, l'équipe d'organisation a fait un gros travail pour organiser cet événement, de trouver le meilleur outil qui soit agréable, convivial, bien qu'on soit à distance, etc. Donc, c'est le côté hospitalité, puis de faire attention à tous ces petits détails pour que les personnes que vous invitez ne soient pas bloquées, ne soient pas focalisées par les petits détails qui vont pas, mais plutôt puissent se concentrer sur le sujet pour lequel elles sont venues. Donc, c'est pareil, extrêmement important comme rôle. Et puis, un espace en général, bon, sauf là un peu dans un contexte existentiel, mais un contexte présentiel, un espace quand vous accueillez du monde, et notamment quand on fait de la transformation agile, on fait beaucoup d'ateliers ou ce genre de choses, c'est extrêmement dynamique, c'est pas statique. Donc, on va le faire bouger cet espace. Donc, entretenir l'espace, c'est extrêmement important. Puis, dans entretenir l'espace, c'est aussi le moment où on va donner les règles de vie, les réajuster, éventuellement cadrer, recadrer. C'est également là, pour entretenir cet espace, vous êtes là, en anglais, il s'appelle gatekeeper, donc il y a ce rôle aussi d'accepter les personnes, les inviter, de filtrer un peu éventuellement, voire d'exclure les personnes qui jouent pas le jeu. Donc, un rôle très dynamique auquel il faut penser.
Et puis encore un rôle majeur, ils sont tous majeurs hein, pour moi ces rôles, c'est quand vous avez tout ce monde-là qui arrive. Moi, ça m'a fait penser à mon mariage, ce truc-là, le connecter. C'est-à-dire que je connaissais plein de monde, ma femme connaissait plein de monde, mais ils se connaissaient pas tous. Là, on a pris beaucoup de temps à connecter les gens entre eux pour que ça se passe bien. Donc là, c'est pareil, quand vous invitez du monde à un projet, même de transformation agile, vous avez plein de monde qui sont conviés à ce truc-là, vous allez les connecter entre eux parce que c'est des personnes de l'entreprise qui se connaissent peut-être pas. Vous allez les connecter au sujet, évidemment, pour que tout le monde soit d'accord avec le sujet. Donc, on va travailler, il y a tout un tas d'ateliers qui existent sur le marché pour connecter les personnes entre eux et s'assurer que tout le monde est bien, c'est l'embarquement, que tout le monde est bien à bord, que tout le monde est bien dans le même tempo, etc., pour pouvoir avancer. Et après, en tant qu'hôte, vous avez aussi envie d'en profiter généralement de ce truc-là. Donc, même si vous êtes facilitateur, coach, manager ou quoi que ce soit, c'est comment vous positionnez après dans cette organisation, dans cet événement que vous organisez. Vous êtes peut-être pas que là pour servir les gens, les desservir, faire le nettoyage, etc., mais peut-être bien au-delà. Donc, ça sera des questions à se poser aussi. C'est vous, dans ce truc-là, comment vous vous voyez participer? C'est une question très importante aussi quand on a un commanditaire qui nous fait une commande, typiquement quand on doit aller organiser un séminaire, faciliter des choses, ou même une transformation, et c'est de lui poser cette question. Donc surtout une transformation d'organisation agile, c'est-à-dire les commanditaires qui sont des COMEX ou des CODIR, comment ils vont participer, qu'est-ce qu'ils vont se voir faire dans cette transformation. On va parler de sponsorship, et là on va les faire parler là-dessus parce que ça va être essentiel pour la suite. Donc voilà, un petit peu. Alors je suis désolé, c'est très compressé parce qu'on a 40 minutes. Donc pour vous donner un peu un aspect sur ces rôles-là, vous verrez dans les slides que je vous ai envoyés, vous allez avoir plein de devoirs à faire. Hein. Je vous ai mis plein de devoirs. Donc il y a un devoir notamment que je vous donne là, que vous n'allez pas le faire là, mais vous le trouverez dans les slides. C'est encore un petit travail avec ces canevas-là. Et dans tous les rôles que je vous ai donnés, ce que vous pourrez faire pour prendre du recul, c'est d'aller chercher déjà le rôle dans lequel vous vous sentez le plus à l'aise et puis d'aller identifier tout ce que vous faites de bien dans ce rôle-là habituellement. Et si vous jouez un tout petit peu plus de ce rôle-là, comment ça pourrait vous aider justement si vous avez un rôle d'infuseur de la culture agile. Puis après, vous referez le même exercice, mais là en allant chercher le rôle dans lequel vous êtes le moins à l'aise. Et même si c'est un rôle dans lequel vous êtes le moins à l'aise, ça sera de lister, mais quelles sont toutes les vertus de ce rôle-là? Puis après, de vous poser la question, mais si je joue un tout petit peu plus de ce rôle-là, en quoi je serais meilleur dans le coaching agile, dans peut-être même pour un Scrum Master, un Product Owner, pour toutes ces personnes-là. Parce que tous les rôles sont bons. Après, évidemment, on les aime plus ou moins bien. Mais il faut se forcer un petit peu aussi, ou aller explorer, ou carrément s'inviter à aller explorer des rôles dont on n'a pas l'habitude. Donc, vous aurez ces devoirs-là à faire après. Laurent, juste pour permettre à Karina de poursuivre, elle posait juste une question pour la partie coparticiper. Est-ce que tu peux l'illustrer ou lui donner un exemple pour qu'elle puisse mieux le comprendre? Qu'est-ce que c'est que ce coparticiper? Alors, typiquement, le coparticiper, donc moi, ce que je disais, si j'ai un commanditaire qui demande une transformation, par exemple, qu'on l'accompagne, même un responsable d'équipe, tout simplement, il demande un coaching agile, puisqu'on parle beaucoup d'agilité ici, ce commanditaire-là, donc on va travailler, c'est lui qui va être l'hôte par le fait de la transformation de son équipe ou de son entité. Et donc, on va le faire parler sur tous ces rôles-là, et notamment, il va devoir coparticiper dans sa transformation. Et donc, on va lui poser tout un tas de questions. Vous, monsieur, le responsable de cette équipe-là ou de cette entité, etc., vous allez inviter du monde. Quel espace vous voulez créer pour que cette transformation se passe bien? Comment vous allez connecter les personnes à votre sujet? Comment vous allez les inviter, etc. Puis là, donc, la dernière question, c'est, et vous, comment vous allez coparticiper dans cette transformation? Qu'est-ce que vous allez faire dans cette participation? Comment vous allez vous positionner? Donc là, j'utilise par exemple ça quand j'ai affaire à un commanditaire. Après, quand je l'utilise, quand je suis avec des facilitateurs et qu'on doit faciliter un certain nombre de choses, notamment, et on va être plusieurs pour faciliter un grand événement, ce genre de choses, on va se poser cette question entre nous. Comment nous, l'équipe de co-facilitateurs, on va co-participer? Comment on va se synchroniser? Qui va faire quoi à quel moment? Etc., etc. Voilà. Et de faire en sorte, comme je disais, qu'on profite de l'événement auquel on est invité ou auquel on est hôte. Qu'on ne fasse pas encore que les tâches ingrates. Là, ça serait plutôt serviteur, mais qu'on reste vraiment un hôte. Voilà dans ce rôle-là ce qu'on fait, ce qu'on explore. Alors, je vais passer aux lieux, parce que le temps avance. Alors, les 4 lieux, et vous allez voir que ça c'est assez rigolo aussi. C'est super rigolo.
Alors, les 4 lieux, je vais prendre plutôt pour vous les expliquer. C'est typiquement si vous êtes justement des facilitateurs de l'agilité ou des coachs agiles ou des acteurs du changement, ou alors vous êtes juste quelqu'un qui a envie de changer un peu la façon dont vous animez des réunions, des ateliers, des comités, etc. Un autre de qualité, ce qui va se passer, c'est qu'il va se retrouver dans 4 lieux. Alors, c'est ce qu'on appelle des lieux métaphoriques, c'est pas forcément des lieux réels. Après, il va falloir les contextualiser. Et il y a 2 rôles où l'hôte, en général, est en interaction rapide, en interaction, par exemple, par contre, directe avec les participants. Et il y a 2 autres lieux où il est plutôt en retrait. Alors, on va commencer par les lieux dans lesquels l'hôte est en interaction directe. Le premier, c'est assez classique, c'est sur la scène. Donc là, typiquement, si vous êtes dans un contexte de facilitation, vous êtes devant tout le monde, vous êtes sur ce qu'on appelle sur la scène, vous êtes là pour accueillir, vous êtes là pour donner des consignes pour les ateliers, vous êtes là éventuellement pour cadrer, pour stimuler, pour remercier. C'est une relation de 1 à N. Vous êtes devant tout le monde. Alors, cet outil-là, je vous dis, je l'utilise également pour accompagner des managers qui veulent devenir plus des managers coach, des managers agiles quelque part. Ça va leur parler parce que là, on parle d'un manager qui est plutôt très héroïque. C'est un manager qui va être devant tout le monde en permanence, qui va s'imposer, qui va être omniprésent typiquement. Hein. Donc, on peut l'utiliser aussi pour coacher des managers. Le deuxième rôle où on est en interaction directe avec les invités, c'est on va être parmi les invités. Donc, si je reprends la situation, vous êtes plutôt un facilitateur, vous avez donné vos instructions et tout ça, vous étiez devant tout le monde, puis après, vous allez passer dans les groupes. Donc, vous allez aller voir vos invités, vous allez passer de groupe en groupe, vous allez discuter peut-être un peu avec eux, voir comment ça se passe, éventuellement ajuster des choses, préciser, dynamiser, donner un petit coup de main, ce genre de choses. Vous allez être avec eux. Si je reprends mon copain le manager, bah, moi je vois des managers par exemple qui avaient un bureau et leurs collaborateurs étaient dans un open space. Et moi j'ai fait ce pas-là quand je gérais énormément de personnes. J'ai transformé mon bureau en salle de réunion et j'ai été m'installer en open space avec les personnes. Donc je suis passé de la scène avec les invités. Voilà aussi comment on peut illustrer ce rôle-là. Et puis alors il y a 2 rôles qui malheureusement sont très peu utilisés, qui sont peut-être les plus riches, où on est plutôt en retrait. Je vais prendre le premier, et ça c'est extrêmement important, notamment que j'utilise beaucoup quand je forme des gens à la facilitation, au coaching agile, c'est que quand on a, par exemple, lancé des ateliers, que tout se passe bien, c'est qu'il faut laisser de l'espace aux personnes pour favoriser l'intelligence collective. Donc, on va ce qu'on appelle sur son balcon. On se met en retrait, on laisse le champ aux personnes pour qu'ils puissent fabriquer ce qu'elles ont à fabriquer, pour qu'elles puissent construire les solutions, etc. Parce que vous avez bien fait votre boulot, les instructions ont été claires. Et là, vous prenez du temps pour apprécier les interactions, apprécier ce qui se passe, et vous attendez avant de revenir uniquement c'est nécessaire. Et donc, comme nous, on fait du coaching qu'on appelle systémique, c'est qu'on va vraiment regarder, c'est bien marqué dans le manifeste, hein, c'est les individus et les interactions. Donc, il faut se trouver ces moments où on se met en capacité d'observer les interactions entre les personnes, s'assurer que tout se passe bien. Et si tout se passe bien, bah, qu'est-ce qu'on fait? On va dans la cuisine. Et la cuisine, quand j'ai découvert ce rôle-là, c'est un moment pour soi, où on se déconnecte de tout le monde, on va prendre un café, on s'oxygène, on peut prendre des notes, on peut réfléchir à la suite de ce qui va se passer. Et moi, quand j'ai découvert ce rôle-là, ça m'a fait sourire et ça m'a rappelé quand j'étais beaucoup plus jeune, quand on organisait des fêtes, par exemple, dans les soirées, dans les appartements parisiens, typiquement. Vous savez, à un moment donné, il y a du bruit, machin, etc. Bah, je me revoyais, ce qu'on faisait, c'est qu'avec un copain ou deux, bah, on allait dans la cuisine, on s'ouvrait une petite bouteille, puis on prenait du temps pour nous avant de retourner là où il y avait du bruit. Donc ça, c'est extrêmement important. Donc typiquement, quand moi je forme des gens, même moi, quand je facilite, quand j'anime ou quand je fais des formations, quand je crée l'espace, le premier lieu auquel je pense, c'est la cuisine. Parce que si vous n'avez pas ce lieu-là, si vous ne pouvez pas vous ménager, vous ne pouvez pas ménager les autres. Si vous posez ces questions-là à un manager, c'est très rare, comme ils me disent, qu'ils se voient avoir une cuisine ou un balcon. Donc, ils vont essayer de rééquilibrer leur occupation de leur espace pour laisser du champ, favoriser l'autonomie, laisser les personnes vraiment co-construire des choses et essayer d'avoir plus de temps pour soi, c'est-à-dire déjà pour apprécier ce qui se passe et être dans sa cuisine. Je vois énormément de facilitateurs aussi qui sont sans arrêt avec les groupes, avec les personnes, qui sont collés au tableau blanc, au paperboard, voire même qui prennent les post-it, qui les collent, voire même qui les écrivent à la place des personnes, au lieu de les laisser faire, quoi, au lieu de regarder ce qui se passe, et au lieu d'avoir fait un bon boulot, à savoir
favoriser ces interactions constructives entre les personnes. Pour moi, le boulot d'un bon facilitateur, d'un bon coach aussi, c'est que tout se passe entre eux et de créer le plus bel espace génératif pour eux. Et là, j'aurais fait mon job. Donc voilà les fameux 4 lieux du host leadership. Et encore une fois, je vous ai mis des devoirs dans les slides que vous ferez plus tard. Encore un autre canevas qui a cette tête-là. Enfin, je vais prendre la fin. Et globalement, ce que vous ferez, si vous avez envie de faire parce que l'idée maintenant, c'est bien beau ce que je raconte, mais si vous l'appliquez pas sur vous-même, ça servirait pas à grand chose. Donc, le canevas, quand vous démarrez, il y aura un canevas vierge comme ça. Puis après, vous vous mettrez dans une situation actuelle où vous êtes vous voyez animer une réunion, vous voyez faire un petit coaching d'équipe, ce genre de choses. Pour vous, quand vous êtes sur la scène, c'est où en vrai? Quand vous êtes avec les invités, c'est où? Le balcon, si vous en avez un, c'est où? Et si vous avez une cuisine, c'est où? C'est votre bureau, il y en a, ils me disent c'est le TGV, il y en a qui me disent, chacun a son truc, quoi. Et surtout, c'est qu'après, vous allez lister ce que vous faites de bien dans ces différents lieux et vous allez essayer d'estimer à peu près le pourcentage de temps que vous y passez. Puis vous essayez après de prendre du recul par rapport à ça et s'il n'y a pas moyen de rééquilibrer un peu les choses pour faire en sorte que par rapport à l'accompagnement que vous pouvez faire, favoriser la création d'espaces génératifs pour que les gens soient le plus autonomes possible dans la fabrication des petites solutions qui vont les emmener vers la destination à laquelle on les invite. Et ça se malaxe pour apprendre à danser, en effet, entre être en interaction directe, être en retrait. Et vous voyez, on n'est pas statique parce que évidemment que ça va changer en fonction des groupes, en fonction des situations, en fonction de votre état à vous, votre état d'énergie, etc. Mais au moins, c'est des petits outils d'auto-coaching que j'essaye de vous transmettre pour pouvoir faire évoluer toutes ces capacités d'accompagnement qu'on recherche aujourd'hui. Et pour finir, la fameuse invitation qui est extraordinaire. Donc, qui intervient donc quand on est au moment de l'invitation. Alors, ce truc-là, si vous tombez dedans, c'est irréversible. Et si vous tombez dedans, vous verrez, si vous faites comme moi et comme plein d'autres qui sont tombés dedans, à chaque fois que vous allez avoir une idée, quelque chose, vous allez penser tout de suite en mode invitation. Voilà, les Anglais, ils disent thinking invitationally. Et on n'arrive pas à se le défaire, quoi. Tout devient invitation quelque part. Et c'est extrêmement dur à faire, de sorte que quand j'accompagne même certaines personnes, on fait des exercices d'écriture d'invitation, on fait des dojos d'écriture d'invitation. Donc la première chose, c'est quand on va envoyer une invitation. Alors l'invitation, elle doit être courte, c'est comme un petit Bristol à l'ancienne, quelque part. Et la première partie de l'invitation, elle est dite appréciative. C'est-à-dire que vous allez dire d'abord à vos invités ce que vous appréciez chez eux. Qu'est-ce qui fait que vous avez envie de les avoir avec vous? Quelle valeur ils vont apporter? Alors, suivant le nombre d'invités que vous avez, soit c'est du nominatif, soit c'est global, parce que si vous invitez 100 personnes pour démarrer une transformation d'organiser, à moins que vous ayez le temps que vous les connaissiez tous, mais sinon vous allez faire un message global. Mais déjà, c'est assez difficile de commencer par là. La deuxième partie qui n'est pas évidente non plus, c'est de dire en quoi le truc auquel vous les invitez est attractif. Autant sur le fond que sur la forme. Il va falloir trouver des mots, et des mots qui ne soient pas super marketing, des mots qui soient vraiment sincères et authentiques, sinon ça se sentira. Bon, alors des fois on m'a dit ouais mais Laurent, là on doit inviter du monde pour gérer une crise attractif. Ouais, ce que je dis, mais quand vous avez à gérer une crise, la crise elle est là. Vous n'êtes pas obligé de sortir les couteaux et les haches ou je sais pas quoi pour vous foutre sur la figure. Vous pouvez résoudre une crise via des ateliers, via ce genre de choses, dans un mode constructif, appréciatif, parce qu'il va falloir construire la suite. Donc, à vous de chercher ça. Donc ça, c'est pas facile non plus. Et puis évidemment, le plus difficile, c'est la troisième partie. Parce que là, il va falloir trouver une petite formule, et en général, plus c'est court et mieux c'est, pour donner le choix aux personnes d'accepter ou de refuser, mais sans avoir à se justifier, comme je vous l'ai dit. D'accord? Alors, c'est pas RSVP ou c'est pas si tu peux pas, c'est pas grave. Il faut trouver d'autres choses. Alors moi, je vais vous donner une petite astuce. Pour le moment, qui fonctionne plutôt bien, c'est simplement quand dites-vous ou quand dis-tu. Voyez, plus c'est court, mieux c'est. Puis là, ça ouvre à plein de choses, quoi. Alors, dans la culture française, les Français, ils ont toujours besoin de se justifier, même si on leur dit qu'ils n'ont pas à justifier. Ça, c'est dans notre culture. Donc, je ne connais pas assez la culture algérienne pour savoir comment vous pourrez réagir par rapport à ça. Mais au moins, c'est d'essayer de faire en sorte que ce soit une vraie invitation et pas une convocation, tout simplement. Voilà, donc ça c'est extrêmement fort. Alors, c'est pareil, je vous ai mis quelques petits exercices pour le faire. Donc, l'idée, c'est de se projeter
et d'essayer d'écrire des invitations. Alors évidemment, c'est quand vous écrirez des invitations, ou si vous avez envie de tester ce mode d'invitation, ce que je vous recommande, c'est dès que vous avez du monde qui vient ou qui répond à votre invitation, c'est de leur demander qu'est-ce qui leur a plu dans votre invitation. Comme ça vous donnera des clés aussi sur les petits mots que vous avez utilisés, que les personnes ont accueillis, et vous les gardez précieusement, ces petits mots-là, parce que si ça a bien marché une fois, il y a des chances que ça marche d'autres fois, donc que vous pourrez les réutiliser. Voilà. Donc, le host leadership que j'utilise massivement donc pour faire de la transformation, on va dire, je vais revenir dessus, générative et pas planifiée, donc me permet d'inviter les personnes à la culture agile. Donc, ça demande évidemment beaucoup de travail sur soi. Vous voyez, le modèle est très simple, hein, les 6 rôles, les 4 lieux et l'invitation. En général, c'est des choses qu'on a déjà en soi, qui sont naturelles. On n'en a pas forcément conscience. Pourtant, on a été très jeune, des fois très petit, dès l'âge de 4-5 ans, quand on a invité des petits copains, des petites copines à un anniversaire. C'est quelque chose qu'on fait depuis très 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 longtemps, quoi. On l'utilise sans le savoir, évidemment, par exemple, l'invitation, quand vous invitez des potes à la maison à boire un coup, etc. Vous pensez pas forcément à leur dire ce que vous appréciez chez eux, etc. dans l'invitation. Par contre, vous l'avez fait dans votre tête. Là, quand vous allez le faire dans un monde professionnel, ça va être de le mettre par écrit. Donc, évidemment, c'est pas évident, mais ça marche super bien. Et les résultats, à chaque fois, on voit que les gens, quand ils arrivent, ils ont un engagement qui dépasse les espérances. Ils sont réellement stimulés et ça fonctionne super bien. Laurent, je voulais te dire qu'on a encore 5 minutes de présentation et on va passer aux questions-réponses. Je te laisse terminer. Alors, c'est pas 5 minutes de présentation, c'est 5 minutes de boulot. Vous allez revenir, parce que moi j'ai fait le job, vous allez revenir à ce petit canevas que vous avez fait tout à l'heure. Et notamment, voilà, il y a la petite case numéro 3, avec tout ce que je vous ai raconté là. Donc, au début, dans la case numéro 1 et numéro 2, vous avez estimé un petit peu votre niveau d'hôte, quelque part, où vous étiez tout ce que vous êtes bien. Et là, dans la petite case numéro 3, vous voyez, il y a une petite loupe avec un +1. Et c'est d'essayer de s'imaginer que dans 2-3 semaines, par rapport aux chiffres que vous vous êtes donnés, vous allez faire juste +1 sur votre échelle. Et essayez de vous projeter un peu, puis essayez d'écrire dans cette case-là, en fait, qu'est-ce que vous voyez faire de différent en appliquant le host leadership dans un contexte, alors peut-être de transformation agile ou encore une fois dans votre équipe ou ce genre de choses, qui ferait que vous rentrez un peu dans cet état d'esprit. Donc je vous laisse une petite minute pour réfléchir à ça. De ton côté, Farida, tu as commencé à compiler les questions? Oui, alors il y a eu beaucoup de questions au démarrage, il y a eu quelques questions, on pourra certainement pas toutes les poser, mais je vais essayer de les regrouper. Ok, mais de toute façon, tu me les enverras et puis je ferai une FAQ, puis j'essaierai d'y répondre et puis de vous envoyer quelque chose. Super, j'ai prévu de t'envoyer le chat intégralement. D'accord. Et j'ai oublié de te demander, tu avais bien enregistré la session en vidéo? Tout à fait. Ah, cool. D'ailleurs, dans le chat, parlez-nous un peu de votre +1 pour voir. Alors moi, je ne vois pas le chat, je ne sais pas où il est. Ah si, il est là, le chat, non, j'aurais dû l'ouvrir. Tiens, pour savoir un peu comment vous réagissez. Tu es un joueur. Ouais, je suis un joueur. Dites-moi un petit peu, ou dans le chat, tiens, on va faire ça plutôt. Allez, dans le chat, là. Est-ce qu'il y a un truc qui a fait tilt en vous? Un truc qui vous a vraiment fait waouh, je vais faire ça tout de suite? Ou qu'est-ce que vous avez, dans tout ce que vous avez aimé, dans ce que je vous ai présenté, qu'est-ce que vous avez le plus apprécié? Ou qu'est-ce qui vous sera le plus utile dans les prochains jours? Mais quand je dis dans les prochains jours, c'est dès lundi ou mardi, pas dans 3 mois. Essayez de, voilà. Et par exemple, dans les rôles, je vois quelqu'un qui met les 6 rôles. Quel rôle, par exemple, vous a le plus plu? Qu'est-ce que vous allez en faire de ces trucs-là? Allez-y, c'est à vous. Pendant ce temps-là, je regarde un peu, je vais remonter pour regarder un peu les questions. Allez, quoi d'autre? Essayez de me dire quelque chose peut-être de la forme en tant que, pour savoir un peu qui vous êtes. Donc, si vous êtes coach agile, etc., je vais utiliser ceci afin de.
Faites-moi un peu vos petites user stories là, sur le host leadership. Alors, l'agilité est un concept nouveau pour nos compatriotes algériens, mais Ouais. je vais leur mettre le formalisme du user story en tant Voilà. que je veux, Je vais utiliser, je sais pas, moi, afin, la cuisine ou je sais pas quoi, un truc afin de. C'est le afin de qui est intéressant. non, je veux plutôt, pas je vaux, Ouais. Ou je vais. afin de. Parfait. Ah, génial, on a une enseignante. Ah bah là, en termes de pédagogie, ah bah, j'aurais pu faire une autre session sur la pédagogie inversée avec le host leadership. Ça, c'est mon. Ah ben on va le faire, on va le faire, on va l'organiser. De toute façon, il y a beaucoup de questions, il y a beaucoup d'intérêt pour ta conférence. On D'accord. verra comment faire une suite à ça. Bah, on Bon, en a parlé, Farida, de faire, tout à d'organiser peut-être fait. des meet-up ou ce genre de choses. Et puis, Les gens vont utiliser le masque pour se protéger du Covid. ouais, bien. Mais ça, host leadership ou pas, il faut le faire. Exactement. Ok, bah, vous Parfait. continuez pendant ce temps-là, Farida, si tu as quelques questions que tu as Tout à priorisées fait. auxquelles je peux répondre. Alors, je m'excuse si je les pose pas dans l'ordre. Je m'excuse par avance auprès des participants parce que je ne pourrai pas les poser intégralement. Alors, je vais commencer par une, mais du coup, c'est une des dernières. Mais par quoi commencer, Laurent? C'est beau tout ce que tu nous as présenté, mais par où on commence? Alors, bah, la question, ça va être la question du coach. C'est vous qui décidez par où commencer. C'est ce qui va être le plus utile pour vous. Le premier petit truc où vous voyez faire un petit truc, essayer un petit truc qui vous a plu. Donc, les gens sont tous différents. Donc, il y en a, ils vont plutôt aller dans les rôles. Il y en a qui vont plutôt changer les invitations. Il y en a qui vont plutôt dire ah ouais bah demain je vais essayer de faciliter un peu trop autrement ou voilà une enseignante qui dit ah bah tiens je vais utiliser plutôt je vais essayer de faire en sorte que bah, je sois plus un peu sur le balcon pour laisser un peu plus de place aux enfants par exemple. Donc en fait, l'idée de ce monde-là, c'est de rentrer quelque part, de trouver sa petite porte d'entrée, et puis après, tout est connecté. Donc après, de toute façon, ça va rebondir, aller dans tous les sens. Ben, ça tombe bien, comme tu dis que tout est connecté, ça va rebondir dans tous les sens. C'est Karina qui nous a posé la question, c'est quoi le coaching systémique? Ah alors là, il faut aller voir mon mentor qui s'appelle Alain Cardon. Allez voir son site, Métasystème. Allez voir sa chaîne YouTube. Moi, j'en ai une interprétation particulière, c'est-à-dire que quand je fais du coaching, en face de moi, j'estime qu'il y a un système. Un système, c'est un ensemble qui est composé d'agents, par exemple. Donc, ça peut être des personnes, des équipes, des entités, etc. Mais surtout, il y a des relations entre ces agents-là. Et ce qui m'intéresse, moi, c'est d'aller travailler sur ce qu'il y a entre les agents du système, d'aller regarder bien toutes les interactions et de voir comment on peut faire évoluer ces interactions. Et la première interaction à laquelle il faut être très vigilant, bah, c'est l'interaction entre le coach et le système qui l'accompagne, puisqu'il y a déjà une interaction là à regarder, sur laquelle il faut être vigilant et sur laquelle on va pouvoir jouer. Donc voilà une définition ultra courte parce qu'il y a des débats pas possibles hein, sur le sujet. Mais je vous renvoie à aller voir mon mentor, Alain Cardon. Il y a plein de vidéos, il y a plein de textes sympas. Il y a même pas besoin. Il a écrit plein de beaux livres, mais il met énormément de ressources à disposition gratuites sur son site qui s'appelle Metasystem pour vous donner des clés par rapport à ça. Mais voilà, c'est plutôt que de s'intéresser aux individus ou à des choses particulières, c'est plutôt aller regarder ce qu'il y a entre. Tout à fait. Il y a Smaïl qui nous pose la question concernant les invitations. Elles sont individuelles, personnelles, elles peuvent être génériques, elles s'adressent à un groupe, à une équipe. Est-ce que Alors, tu peux l'éclairer? ouais, alors comme je disais tout à l'heure, si vous avez un petit groupe de 7, 8 personnes ou 10 personnes, vous pouvez prendre le temps de faire des invitations individuelles. Si vous avez en face de vous 20, 30, 40, 100 personnes, à moins d'avoir beaucoup de temps et de connaître tout le monde, vous allez devoir faire plutôt une invitation générique. Donc, c'est par exemple un directeur qui a plusieurs entités sous lui, qui veut convier cette entité-là à une transformation de culture, qu'elle soit agile ou autre. Il va plutôt essayer de trouver une formule qui va convenir à tout le monde. Donc, on va travailler sur cette écriture-là, mais elle sera plutôt, alors, j'aime pas le terme générique, elle sera globale, quoi. D'accord.
Je vais lancer le sondage pour les participants. C'est quelques questions et ça peut parfaitement se faire en parallèle des réponses à tes questions. C'est juste pour qu'on puisse avoir le temps de l'adresser. D'accord. Le sondage est lancé. Donc la question suivante qui t'a été adressée, c'est comment peut-on savoir indirectement si les participants sont satisfaits ou pas? Donc elle a précisé indirectement. Du coup, comment Si peut-on vous savoir? si vous passez beaucoup de temps sur votre balcon et que vous avez la possibilité de passer beaucoup de temps sur votre balcon et dans la cuisine, c'est qu'en général, ça se passe super bien. Si vous avez besoin d'être beaucoup avec vos invités ou beaucoup sur la scène, c'est en général un signal que ça se passe pas très bien. Est-ce qu'on peut toujours remplacer la convocation par l'invitation? Exemple, une évaluation du personnel. Non, il y a des moments où on n'a pas le choix, il faut convoquer parce que il n'y a pas le choix. Donc il n'y a pas le choix là. Et donc il n'y a pas la troisième partie, est-ce que vous avez le choix ou pas? Non, il y a des fois, il n'y a pas le choix. Ou il y a des informations extrêmement importantes à donner, même des éléments légaux, contractuels, enfin je sais pas quoi. Donc là, c'est une convocation. Donc il n'y a pas que des invitations. L'idée, c'est d'essayer de travailler, de faire de plus d'invitations que de convocations, mais il y a des moments, non, on est obligé de convoquer. Adèle a posé deux questions, du coup je vais les combiner et les succéder parce que je pense qu'elles sont en lien. La première qu'il a posée suffisamment tôt dans la conférence, c'est réussir une transformation agile dans une équipe et liée à la participation des différentes parties prenantes. Il a précisé client. C'est quoi la première étape pour une transformation agile d'une équipe qui utilise le cycle B aujourd'hui dans leur projet? Ah! D'abord, un cycle en V, ça peut être très performant si c'est bien appliqué. Donc, si à la limite ça marche super bien, moi c'est pas, j'irai pas avec dire on va tout casser et faut aller vers l'agilité. Moi, de toute façon, quand on est coach, on n'impose rien, donc on va plutôt y aller comme ça avec les personnes. C'est déjà aller travailler avec elles pour leur demander déjà ce qui marche bien dans leur équipe. Si elles envisagent, moi j'utilise l'échelle pour le canevas avec l'échelle que je vous ai donné, je l'utilise exactement aussi pour un coaching d'équipe, pour un coaching d'organisation, quoi. Donc déjà, on va leur demander sur une échelle de 1 à 10 par rapport à leur niveau de fonctionnement actuel, 10, elles disent qu'elles sont au top du top du top et 1 à l'opposé. Puis on va avoir une évaluation des différentes personnes, on va aller regarder qu'est-ce qui marche déjà là. Et puis si vous aviez à changer un tout petit peu dans les semaines qui viennent, à quoi ça ressemblerait, quoi. Et puis après, en fonction de ça, on peut les amener progressivement, éventuellement, sans qu'elles le sachent, à embrasser la culture agile. Et c'est comme ça qu'on va faire. Puisque moi, j'ai pas une approche descendante de dire, notamment, vous êtes en cycle en V, il faut passer à l'agilité. En tant que coach, on s'interdit ce genre de choses. Oui, tout à fait. Il y a d'autres questions, effectivement, et au travers de la réponse que tu viens de faire, tu as répondu. Et puis une question qui synthétise un petit peu l'état d'esprit des sollicitations des participants. En fait, c'est quoi ton conseil pour commencer? Et puis moi, j'ajouterais, si tu pouvais, en plus de nous donner ton conseil pour commencer, qui serait ton conseil à toi? Donc là, tu es vraiment dans le consulting, alors que tu préfères être dans le coaching. Donc c'est ton expérience. Et c'est quoi ton plus beau souvenir finalement de la mise en place du host leadership que tu pourrais nous partager? Un des les plus beaux souvenirs, c'est quand j'ai vraiment des top managers, quand ils lancent leur transformation agile, ils ont travaillé sur l'invitation, ils ont invité un grand nombre de personnes plutôt qu'un tout petit nombre. Et puis, généralement, quand ils lancent l'invitation, ils le font sur scène dans un grand auditorium. Et le retour qu'ils ont de leurs collaborateurs, c'est juste, waouh, on n'a qu'une envie, c'est d'y aller parce que la personne elle a fait une invitation qui était vraiment en effet qui répondait à toutes les règles de l'invitation, très courte en général, juste un slide ou deux, pas plus, donc complètement à l'envers de ce qui se faisait avant. Et là, ça démarre au quart de tour et avec un retour de ces managers qui se sentent respirer. Ce qu'on me dit souvent, c'est avec ces trucs-là, c'est qu'on respire. On n'a plus à tout porter puisqu'on invite les personnes, on sollicite même de l'aide. Donc c'est plus nous qui devons tirer le truc, qui devons pousser les gens, qui devons les tirer, etc. Et souvent, le terme qui revient, c'est une respiration, ce truc, quoi. Voilà. Mais est-ce que tu as déjà essuyé un échec ou une difficulté en fait pour rien n'est jamais un long fleuve tranquille, mais quand tu mets en place voilà quelles sont les astuces pour la gestion des conflits ou les échecs dans la mise en œuvre de ce. Alors, échec, oui et non, j'ai eu certaines expériences où des managers qui étaient très adorés, en fait, le leadership, n'arrivaient pas vraiment à y aller parce qu'ils avaient toujours ce côté contrôlant. Mais ce qui était intéressant, c'est qu'ils en avaient pris conscience.
et qu'ils devenaient des autres, mais quand même avec un peu de contrôle parce qu'il fallait quand même contrôler un peu. Donc on a eu beaucoup d'échanges, donc je dirais pas que c'est des échecs, c'est des prises de conscience. Mais ça fait, je sais pas, 4, 5 ans que je suis rentré dans le Host Leadership. Enfin, toutes les personnes, et je le distille dans toutes les formations managériales, leadership, même quand j'embarque un client, dès la première conversation comment ça s'appelle, une conversation d'avant-vente quelque part, je transforme le client en hôte parce que je veux lui poser toutes les questions sans qu'il le sache. Donc, qui c'est que vous allez inviter à votre truc? Vous les invitez à quoi? Comment ça va être attractif, votre truc? Et les gars, en fait, ils attendaient un consultant qui arrivait avec une proposition clé en main. Mais en fait, on les fait parler, on les embarque, on a commencé à avoir les yeux qui pétillent. Donc c'est ça qui me fait rêver. Donc j'ai jamais vu de résistance. Je vois le terme résistance au changement, ce genre de choses. Quand on invite les gens, on dissout la notion de résistance au changement. Moi, la résistance au changement, c'est un terme que j'entends plus depuis des années dans les accompagnements que je fais. D'accord. Ben écoute, moi je te remercie beaucoup, Laurent. Merci pour cette belle conférence. Merci à tous les participants. Il y a de nombreuses questions. Je partagerai le chat et les questions que vous avez posées à Laurent s'il souhaite vous répondre par des moyens et des canaux sur les réseaux sociaux ou autres, ou sur ton blog. Je ne sais pas quel moyen tu as. Oh Et bah, LinkedIn ou Twitter, vous me retrouvez sur LinkedIn, Twitter, comme vous voulez, bien. hein. Et si toutefois, et on sondera les personnes, il y a une envie de continuer la discussion avec toi, on n'hésitera pas à t'inviter à un meet-up sous un autre format pour, voilà, pour concilier ta passion, ton chemin de vie, et puis le plaisir de rencontrer nos auditeurs et participants. Merci beaucoup, Laurent. Merci Allez, aux merci, bonne participants. continuation et merci Merci pour beaucoup. m'avoir fait l'honneur de m'inviter. Franchement, c'est un grand plaisir. Ah ben, nous aussi, on est honorés. Vraiment, merci beaucoup pour ce cadeau que tu nous as offert aujourd'hui. Ciao! À l'ensemble des participants, ce que je vous propose, c'est que de quitter cette session, de faire le choix de notre session. Et si toutefois vous souhaitez aller sur un workshop, attention, les premiers arrivés sont les premiers servis. Et si vous n'arrivez pas à rentrer dans les premières minutes, on vous invite à orienter vers une conférence ou un Rex. Merci encore. Barakallahu fikum. Allah yassalkoum. Alhamdulillah. Merci beaucoup. Allez, au revoir.